les grandes personnes qui n'ont pas perdu leur enfant. L'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit mille autres choses bien naïves. C'est un peu de cette naïveté que je vous demande, et, pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire 4 mots magiques, véritables sésame ouvre-toi de l'enfance. Où allez-vous? Terriblement envoûtant, onirique et pictural, que peut-on raconter de neuf au sujet de ce chef-d'œuvre sorti en 1946 ? Pour ceux qui croient que l'impossible est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette histoire, écoutée des petits, racontée des grands et fantasmée des artistes, fascine. Mesdames et messieurs, voici La Belle et la Bête de Jean Cocteau. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Alors tendez l'oreille vous tous, car tel le père Castor, il est temps que je vous conte une histoire. Il était une fois un marchand veuf et ses 4 enfants. Et pas de bol pour lui, quand les dieux ont distribué la générosité, la bienveillance et l'altruisme, ces enfants étaient partis pisser. À ma gauche, Ludovic, à qui le sens des responsabilités et la jugeote lui vont aussi bien que des claquettes chaussettes. À ma droite, 2 de ses 3 sœurs, Félicie et Adélaïde, aussi superficielles que détestables. Rapportez-nous des robes de brocart, des bijoux, des éventails et des plumes d'autruche. Il faut que toute la ville en crève de jalousie. Mais il manque la petite dernière. Et contrairement à ces 3 excellents arguments en faveur de la contraception, elle accumule les qualités dignes des plus gros mythos des bio-Tinder. Douce, honnête, solidaire, travailleuse, et en plus sa beauté extérieure n'a d'égal que celle de son cœur. La maîtresse nous apprend que la beauté est à l'intérieur. Non, ça c'est des mensonges de bonne femme laide. Nous l'appellerons donc, et ça tombe bien parce que c'est son nom, la Belle. Pendant que ses frères et sœurs se dorent la pilule, elle fait office de Cendrillon dans sa propre baraque, tout en esquivant les tentatives de drague bien lourdes, voire carrément agressives, d'Avenant, un pote de Ludovic. Bref, la Belle est sous la loi du sois belle, tais-toi, et surtout, n'oublie pas de faire briller les carreaux. Pourquoi ? Eh ben parce que la famille est ruinée. Donc pour une raison qui m'échappe totalement, c'est elle qui doit s'occuper de tout. Alors vous allez me dire pourquoi elle et seulement elle ? Eh ben la réponse, la voici. Ne cherchez pas à comprendre. Enfin ruiné, peut-être pas, puisque le papouine est marchand, et qui entretient au passage, je trouve, une drôle de relation avec sa fille, Tu veux donc quitter? Non, mon père, je ne vous quitterai jamais. peut encore éviter la banqueroute. Alors qu'il pensait que tous ces navires de marchandises servaient finalement d'HLM aux poissons, un seul est revenu à bon port. Mais retrouver sa cargaison implique qu'il se rende en ville. Et juste avant de mettre les voiles, il demande à la Belle ce qu'il pourrait lui ramener de ce voyage. Mon père, rapportez-moi une rose, car il n'en vient pas d'ici. Oh, mais est-ce que cette demande toute innocente va avoir une incidence sur le reste de l'histoire ? Oh, sacré nom d'une pipe, je me pose la question. C'est du sarcasme. Bon, en fin de compte, tout est bien qui finit bien. La famille ne fera pas faillite, elle va de nouveau péter dans la soie, les 2 Kardashians avant l'heure auront les moyens de frimer en ville, l'intellectuel se dit qu'il va pouvoir rembourser ses dettes au calme, à tel point qu'il signe les yeux fermés une reconnaissance de dette. Allez, signe le document. Et la Belle, de son côté, n'aura plus à faire la boniche et pourra à nouveau s'amuser. Et... S'il ne me reste rien de ce dernier vaisseau, que vais-je devenir? Mais c'est alors que sur le chemin du retour, la Providence conduit le patriarche à un mystérieux château perdu au milieu des bois, tout droit sorti d'un songe. Alors s'il y a des domestiques un peu particuliers, le maître des lieux, lui, est aux abonnés absents. Et alors que tout ce qui l'entoure dans ce château pousserait n'importe qui de sain d'esprit à se faire la malle, eh ben lui préfère rester. Ne cherchez pas à comprendre. Alors qu'il a bien mangé, bien bu, bien dormi, merci petit Jésus, le bonnard part quand même à la recherche du propriétaire du château, histoire de lui hacher un petit merci frérot, ou au moins avoir une explication sur les 12 dernières heures les plus what the fuck de sa vie. Mais alors qu'il cherche, voilà qu'il passe devant un rosier, et là, c'est le drame. Et là... Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Alors qu'il comprend trop rapidement qu'il est dans la merde jusqu'au cou, le marchand tente de négocier. Et c'est là qu'il se voit proposer un deal qu'il ne peut pas vraiment refuser. C'est-à-dire qu'une de ses filles échange sa place avec lui. Grosso modo, qu'une de ses filles va mourir à sa place. Oh, qu'est-ce qu'il est courageux! C'est un immense héros. Mais secrètement, la Bête espère que cette fille en question pourrait être celle qui rompra le mauvais sort. Celle qui lui permettrait de retrouver son apparence humaine grâce à un simple et unique regard d'amour. Je sais ce que tu penses. Tout ça est médicalement impossible.
Mais avant de la ramener, depuis quand t'es docteur? Mais une fois de retour au bled, le patriarche et sa tête de Bernard-Henri Lévy tombent malades. Et devinez qui c'est qui va se rendre au château de la Bête? Mais c'est la belle. La belle? C'est impossible. Bah oui, elle est obligée d'y aller parce que sinon le scénario il sera quand même bien embêté pour avancer. Va où je vais, le magnifique. Va, va, va. Voilà pour les très grosses lignes de l'histoire, même si je suppose que pas mal de gens la connaissaient déjà, mais au moins il n'y aura pas d'amalgame entre la version de Disney de 1991 et celle de Jean Cocteau. Voilà, le scénario c'est bouclé, passons maintenant à la production. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Nous sommes en 1945. Après 6 ans de conflit, l'humanité sort enfin des années les plus sombres de son histoire. Entre 50 et 70 millions de vies ont été fauchées à cause de la folie des hommes, l'ultra-violence des batailles, l'arme atomique ou encore le génocide juif tzigane, la collaboration. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Bref, un cocktail au goût de vomi qui est une fois de plus l'ultime démonstration de ce dont est capable l'être humain. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la population a besoin de rêver, de s'évader et surtout d'être émerveillée. Et c'est en tout cas ce que je dis Jean Cocteau cette année-là. Et alors que les guitares ne tirent pas encore sur les violons et qu'aucun oiseau ne s'appelle encore Spoutnik, l'artiste se penche sur un conte qu'il a toujours voulu adapter pour les planches, La Belle et la Bête de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Et si cette histoire, tout le monde la connaît, son origine, elle, est un petit peu plus bâtarde. Attention, c'est la Minute Histoire. Ce conte publié en 1757 est inspiré de la version de Gabriel Suzanne de Villeneuve, écrite en 1740, version qui est inspirée du mythe de Psyché et Cupidon que raconte Apulée dans les Métamorphoses. Oui, Apulée, pas Ovide. Ce mythe en 2 mots, Cupidon tombe amoureux de Psyché et l'enlève dans son palais. Il promet à celle qui est alors considérée comme la plus belle femme du monde qu'elle aura tout ce qu'elle désire, si et seulement si elle accepte de ne jamais connaître son visage. Ah, la mythologie. Ne cherchez pas à comprendre. D'autres sources supposent que le conte de Gabriel Suzanne de Villeneuve s'inspire de l'histoire d'un personnage qui a bel et bien existé. Celle de Pedro González, un homme né au XVIe siècle qui avait la malchance de souffrir d'hypertrichose. Cette maladie provoquait une pousse énorme et anormale de poils sur la surface de son corps. Dans la culture populaire, cette maladie est d'ailleurs surnommée syndrome du loup-garou. Comment ? Qu'est-ce qu'on me dit? Quelqu'un dit stéréotype dans l'assemblée? Bon, mais quel rapport avec la Belle et la Bête, me direz-vous? Eh ben, le Pedrolito était sous l'aile de Catherine de Médicis. Et pas à une magouille près, la reine avait organisé un mariage entre lui et une autre Catherine. Et cette femme était réputée dans tout le royaume pour une chose bien précise, sa beauté. Non! Ma parole, c'est vrai! C'est la première fois que je ressens ça avec une humaine! C'est vrai. Ouais! Alors, est-ce que cet épisode méconnu de l'histoire fut véritablement une source d'inspiration? Mystère et boule de gomme. Mais ce qui est certain, c'est que pour sa version, Jean Cocteau va ajouter ses influences. Pour son scénario, Jean Cocteau prend donc sa plus belle cuillère à soupe pour se servir dans la source intarissable qui est celle des contes. Par exemple, La Chatte Blanche de Marie-Catherine d'Aulnoy, parue en 1697, donnera à Jean Cocteau l'idée des bras domestiques du château. Mais avoir son histoire est une chose, la servir par une mise en scène pensée et surtout réfléchie en est une toute autre. La Belle et la Bête, c'est un conte. Et le principe du conte, c'est de reposer sur l'imagination. Et l'imagination, c'est toute la substantifique moelle de ce film. Pour composer son cadre, Jean Cocteau plonge donc la tête la première dans la piscine de peinture à l'huile des plus grands peintres. Traduction, Jean Cocteau va penser la plupart de ses plans comme des tableaux. Au début, on peut se dire que cette vision est un kiff de réalisateur, mais en réalité, ça permet surtout d'affiner au maximum la frontière entre réalisme et onirisme. Et question référence peinture, le Jean Cocteau il s'est fait plaisir. Regardez l'apparence de la Belle lors des premières scènes du film. Ça ne vous dit rien? Vraiment rien du tout? C'est carrément une représentation de la jeune fille à la perle peint par Johannes Vermeer. Plus tard dans le film, elle deviendra même une relecture cinématographique de l'infante Marguerite Thérèse que l'on trouve dans le tableau des Ménines de Diego Velázquez. Et pour des scènes plus annexes, on pourrait même carrément citer Rembrandt. Et des références comme ça, il y en a des sacs. Prenons les décors. On dirait carrément que Jean Cocteau donne vie aux gravures de Gustave Doré. Regardez là, et là, et là. Et là, d'ailleurs dans son journal de tournage, il cite carrément Gustave Doré. Et franchement, toutes ces allusions, je pourrais bien vous les citer, mais... Et puis quoi encore, je suis bien trop feignant. En plus d'être poète et donc réalisateur, notre ami était aussi peintre et dessinateur. Et vu le résultat,
tous ces plans millimétrés auraient pu sans problème illustrer les pages d'un conte. Mais dans ses références, Cocteau va plus loin en mixant les époques. Son œuvre parle pour lui, qu'il s'agisse de ses pièces de théâtre ou de ses films. Celui qui est mort le même jour qu'Édith Piaf était fasciné par la mythologie. Le sang d'un poète, Orphée, le testament d'Orphée, la machine infernale, etc., etc. C'est pour ça qu'il n'est pas très étonnant de retrouver des bustes au sein du château évoquant cet univers. D'ailleurs, Jean Cocteau inclut la figure de Diane dans son film. Dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la chasse, une divinité souvent symbolisée par son arc. J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire, parce que l'histoire est faite de vérités qui deviennent à la longue des mensonges, et que la mythologie est faite de mensonges qui deviennent à la longue des vérités. Et si j'ai la chance de vivre encore dans vos esprits, c'est sous une forme mythologique. Et sans mauvais jeu de mots, Cocteau dispose d'une autre corde à son arc. Arme qui au fond ressemble plus à une harpe qu'autre chose puisqu'il est aussi dramaturge. Les réactions, les dialogues, les déplacements des personnages et parfois même la réalisation. Objectivement, certaines scènes du film, comme par exemple celle du premier dîner entre la Belle et la Bête, pourraient être tirées d'une pièce de théâtre. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas pour autant qu'on a devant nous du théâtre filmé. Au cours de son film, Jean Cocteau va jusqu'à utiliser les objets du décor pour créer un cadre à l'intérieur même de ce dernier. Parfois, pour isoler un élément perturbateur, en l'occurrence Avenant, incarné par Jean Marais. Et petite parenthèse, j'ai oublié de dire que Jean Marais jouait 3 rôles dans ce film, Avenant, la Bête et le Prince. Refermez la parenthèse. Dans la scène précédente, Avenant a demandé la main de la Belle, ce qui fait de lui l'éventuelle cause d'une séparation entre Belle et son père. Et parfois, ces plans 2 en 1 se rapprochent de ce qu'on appelle un plan à l'iris, une technique très prisée à l'époque du muet que vous découvrez à l'écran. Vous voyez comment le cadre isole le personnage ou l'action ? Alors avec les années, ce procédé sera utilisé dans le cinéma pour illustrer une vision subjective d'un personnage, comme lorsqu'il regarde à travers le trou d'une serrure ou d'un Judas. Bref, tout ça pour dire que ce qui donne vie à l'écran, décor, accessoires, costumes, etc., a une raison d'être là. C'est le mariage du conscient et de l'inconscient. Et de ces noces terribles et bizarres naissent des monstres qui sont les œuvres. Je détesterais une œuvre pittoresque. C'est Mac Jacob a écrit « Le voyageur tombe à mort, frappé par le pittoresque ». De plus, les caméras de Jean Cocteau se baladent, ce qui, au vu de la date de tournage du film, est très rare à cette époque. Alors certes, on n'a pas la caméra hyperactive d'un Danny Boyle, cœur sur toi Danny, ou la caméra virtuose d'un Gaspard Noé, mais on a quand même des mouvements de caméra, et mon dieu j'ai dit beaucoup trop de fois le mot caméra, plutôt bandant pour l'époque. On est quand même en 1946, une année où le Steadicam n'est même pas dans les rêves les plus fous des réalisateurs. Je veux dire, regardez cette scène, on a quand même 6 valeurs de plan. Gros plan, plan poitrine, plan taille, plan italien, plan taille, plan américain. Et bien avec les appareils de l'époque, mon salaud, fallait une sacrée chorégraphie. Ne sois pas impressionné par ce genre de choses. C'est 20 ans de travail et beaucoup d'abnégation. Tu comprends pas, abnégation ? Moi non plus. Après, tu peux avoir la plume la plus affûtée du cinéma, les mouvements de caméra les plus souples ou les décors les plus majestueux. Si tes acteurs sont en caoutchouc recyclé, c'est plutôt délicat de porter ton film. Alors, quid du casting ? Eh bien, honneur aux dames. Commençons par celle qui est une partie du titre, l'autre moitié de ce long métrage, le yin de ses 93 minutes en noir et blanc, La Belle. Au moment où Jean Cocteau cherche sa perle rare, il discute beaucoup avec un autre poids lourd de la culture française. Il est de Marseille, il a un léger accent du Sud, il a signé des textes vendus par millions et il passionne les foules de par son talent. Non, je ne parle pas de Jules, mais de Marcel Pagnol. Ouais, c'est marrant. Voilà qu'en 1939, il tombe fou amoureux des yeux bleus de Josette Day. Mais en 1945, les deux tourtereaux sont séparés depuis 1 an. Pourtant, Marcel Pagnol tente par tous les moyens de persuader Jean Cocteau d'embaucher Josette. Mais bien que le N c'est le S, Jean Cocteau hésite. La légende raconte que le réalisateur aurait pris sa décision au cours d'un dîner entre lui, l'actrice et le costumier décorateur Christian Bérard. Celui, comme Josette Day voulait mettre toutes les chances de son côté, elle est arrivée sapée, coiffée, maquillée, pouponnée comme Jaja, au grand désespoir de Jean Cocteau. Conscient qu'elle n'a pas du tout compris le rôle, il lui explique que si tu es la Belle, tu n'es pas une fille sophistiquée. Tu es une fleur qui aurait poussé sur du fumier. Bref, se ramener en lofteuse des années 40 était pas vraiment le plus astucieux des choix. Le costumier décorateur aurait alors emmené Josette Day dans la salle de bain pour lui rincer la tête. Il aurait ensuite mis ses cheveux en arrière et serait revenu à table en clamant « Voilà la Belle !» Radical. Maintenant qu'il a son actrice, Jean Cocteau doit trouver son acteur pour donner vie à l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Et quand je dis trouver, c'est une façon de parler, car il a déjà un acteur en tête. Un seul. Ce sera lui,
et personne d'autre, Jean Marais. Alors je sais que je vais encore digresser, mais très honnêtement, ce serait blasphématoire de pas faire une parenthèse sur cet acteur, tant lui et Jean Cocteau sont liés. Il faut que je vous réveille de ce cauchemar. Il faut que je vous emporte. Gros plan, 12A, 3e. La Belle et la Bête est un des films que je préfère, et dont je suis le plus fier, en dehors de moi, bien entendu. Dont les critiques disaient d'ailleurs que mon interprétation n'était valable que grâce au masque de la bête. Jean-Alfred Villain-Marais voit pour la première fois la lumière du jour le 11 décembre de l'année 1913 à Cherbourg. Et hélas pour lui, contrairement à Jack Dawson, Jean Marais n'a pas véritablement une main chanceuse au poker de la vie. Alors qu'il est encore tout petit, son père part pour Verdun. Il reviendra grièvement blessé, Jean Marais ne le reconnaîtra même pas à son retour, à tel point qu'il l'appellera monsieur lorsqu'ils se reverront des années après ce départ pour le front. Mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. De son côté, sa mère trouve un prétexte pour se faire la malle et emporte au passage ses enfants. Mais, elle ne divorce pas. En effet, elle était terrifiée à l'idée de se voir retirer la garde. Pour la petite anecdote, elle a habillé Jean Marais en fille jusqu'à ses 2 ans. Elle ne s'est jamais remise de la mort de sa fille aînée, disparue quelques jours avant la naissance de Jean Marais. Pas mal me direz-vous, mais je vous répondrai que ce n'est qu'un début, puisqu'Aline, c'est son nom, est kleptomane, ce qui lui fait multiplier les allers-retours en zonzon, ce que son fils découvrira bien plus tard. Et Jean Marais dans tout ça ? Eh bien, il est studieux, tu mens, appliqué en classe, tu mens, et va même régulièrement au catéchisme. Wallah, tu mens, frère. À vrai dire, j'avoue. Ouais, j'avoue, il est nul à l'école, il traîne dans la rue, il est voleur. Je sais à quoi vous pensez. Je suis un schnappant. Et il a une appétence particulière pour coller des mandales à quiconque le regarde de travers. Répétez ce que vous venez de dire. Une idiote et un idiot! J'aime me battre. Et ce ne sont pas ses capacités en récitation et en sport qui l'empêcheront de se faire tège du collège de Saint-Germain-en-Laye. Mais qu'importe, le petit Jean ne sera certes jamais ingénieur, mais comédien par contre. Quand elle n'est pas derrière les barreaux, sa mère l'emmène souvent au cinéma. Il découvre ainsi le 7e art en étant émerveillé par les cascades de l'actrice Pearl White. Enfin, cascade. Ça me ferait mal. À son grand désespoir, il découvrira quelques années plus tard qu'elle avait recours à une doublure. Une déception qui explique pourquoi Jean Marais, notamment dans ses films de KPDP, effectuait la quasi-intégralité de ses cascades. Et puisqu'on parle de KPDP, j'en profite pour vous recommander ces 3 films avec Jean Marais, Le Bossu, Le Capitan, tous les deux réalisés par André Hunebelle, et Le Masque de Fer, dirigé lui par Henri Decoing. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Je déclare solennellement inaugurée aujourd'hui l'exposition des arts et techniques de l'année 1937. À cette époque, Jean Marais est installé à Paris et à part des rôles de figurants dans quelques films, les CV de notre ami est bien maigrelet. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est cette année que son destin va basculer. Alors qu'il se rend à une audition pour la pièce d'Oedipe Roi, d'un certain Jean Cocteau, ah tiens, tout va changer. À peine l'a-t-il aperçu, le poète tombe follement amoureux du jeune homme. Et comme un alignement des planètes, Jean Marais partage aussi ses sentiments. Réserve ta soirée, cocotte, au champ du coq, tu passes à la casserole. Alors je sais que je vais casser l'ambiance, mais Jean Marais avouera plus tard avoir fait ça pour obtenir le rôle. Sauf qu'au fur et à mesure de leurs rencontres, de leurs discussions, de leurs échanges, séduit par le talent et la profondeur d'esprit du poète, Jean Marais lui confessera à son tour son amour. À partir de là, les deux hommes vont s'aimer, s'inspirer et surtout s'éduquer l'un l'autre. Et bien qu'ils finiront par se séparer, jamais ils ne cesseront de se soutenir. Jean Cocteau ne se moquera jamais du manque de culture de son protégé et l'éveillera à la beauté des arts. De son côté, Jean Marais aidera le poète à lutter contre son addiction à l'opium. Jean Marais clamera par la même occasion, je cite, « J'ai vécu 24 ans avant de naître, car je suis né 2 fois, le 11 décembre 1913 et ce jour de 1937, quand j'ai rencontré Jean Cocteau. » Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie et qui avaient rencontré Jean Cocteau aimaient Jean Cocteau. On ne pouvait pas ne pas aimer Jean Cocteau. Jean était d'une telle simplicité, d'une telle élégance d'âme et de cœur, une telle générosité. Il recevait les personnes les plus humbles avec tellement de chaleur. Il les aidait tant que tout le monde l'adorait. Un amour et un émerveillement que Jean Cocteau ne dissimulera absolument pas dans La Belle et la Bête. Je veux dire, il suffit de regarder la manière dont Cocteau filme son acteur. Sérieusement, la Bête, elle est vraiment si repoussante que ça ?
Par le jeu de regard, il y a une humanisation du personnage. Et ça fonctionne, mon Dieu que ça fonctionne. Il y a un être humain derrière la créature. Et ça se voit. Et ça, c'est cruellement ce qui avait manqué selon moi dans le remake live-action de Disney en 2017. Je veux dire, que tu passes de ça. Je reviendrai au bout d'une semaine. Je vous estime trop pour vouloir causer votre mort. À ça? Comment peux-tu éprouver une quelconque empathie pour un visage bouffé à la CGI? Et Bill Condon, qui a réalisé le film, parce que faut bien bouffer à la fin du mois, c'est pas James Cameron. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Avatar, dans ce film, les effets spéciaux ont réussi ce qu'il y a de plus difficile à faire. Créer des yeux réalistes. Et créer des yeux réalistes, ça veut dire donner une âme au personnage. Alors je veux pas être dans « t'étais mieux avant », mais comparer des deux. Qui est le plus humain? Et outre ces fonds verts et effets spéciaux plus dégueux les uns que les autres, ce remake a fait, toujours selon moi, le choix de la nostalgie. Alors peut-être qu'il raconte d'autres choses, mais alors je suis passé 15 000 bornes à côté. Et malgré le fait que cette nostalgie ne propose rien, elle a au moins le mérite d'être lucrative. Bilan au box-office, plus d'1 milliard de dollars. On fait pas de l'art, on fait du fric. Et d'ailleurs, si la planète entière sait que Belle était incarnée par Emma Watson, elle savait beaucoup moins que la Bête était jouée par Dan Stevens. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et puisqu'on parle de visage, ça me donne une excellente transition pour aborder la question du maquillage. Christian Bérard, c'est toujours lui, qui pour rappel est le chef des décors et des costumes, pense que la Bête ne peut être qu'une créature bipède et carnivore. Excite donc l'idée de Jean Marais, qui avait proposé que son visage arbore des cornes de cerf. Bon, Jean Marais, par rancunier, propose à un monsieur dénommé Pontet, qui d'après mes recherches était un très célèbre perruquier de l'époque, de s'inspirer du pelage de son meilleur copain, son chien Moulouk. Pour la petite anecdote, Jean Marais a adopté ce dogo durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il était mobilisé dans l'Oise, lui et ses frères d'armes trouvèrent ce chien abandonné et ligoté à un arbre. J'espère qu'ils vont trouver le responsable et qu'ils vont le suspendre par les pouces. Dépité par la race humaine, Jean Marais le détachera sans penser une seule seconde au fait qu'il a en face de lui un chien complètement affamé, terrorisé et qui pourrait l'attaquer. Spoiler alerte, le chien ne mordra pas son sauveteur. Et à partir de ce jour, le canidé accompagnera l'acteur partout, même sur les tournages. D'ailleurs, on peut l'apercevoir lors de la scène d'ouverture du film. Bon, c'est une chose de trouver un maquillage, c'en est une autre de l'appliquer, et c'est rarement une partie de plaisir pour celui qui doit le porter. Demandez donc à John Hurt pour incarner John Merrick dans Elephant Man, ou à Stellan Skarsgård pour jouer le baron Harkonnen dans Dune. Au total, Jean Marais se faisait barbouiller pendant 5 heures. 3 étaient consacrés à son visage, et 1 à chaque main. Et pour renforcer le réalisme, Jean Marais se noircit les lèvres, le contour de la bouche et les dents afin de faire ressortir ses canines pourvues de crocs qui étaient tenus par des crochets en or. Bref, son visage, sa bouche, ses dents, tout ça était un putain de champ de mine. Et ces crocs de carnivores m'interdisaient de manger toute autre chose que des purées ou des compotes. Mais au moins ça y est, la Bête a sa gueule, le film a ses acteurs, ses financements, le tournage peut enfin commencer, et avec le long chemin de croix de Jean Marais. Comme le maquillage était très long à poser, il fallait le rentabiliser au maximum. Dans ses jours les moins vernis, Jean Marais gardait son apparence monstrueuse jusqu'à 12 heures d'affilée. Et comme si ça ne suffisait pas, la colle utilisée pour les besoins de la prothèse attaquait sa peau, ce qui fait que l'acteur a développé plusieurs furoncles. Non sans humour, Jean Marais rebaptisera un des maquilleurs du film, qui s'appelait Arakelian, en Harakiri. Oh bah oui, bonne ambiance. Je ne supporte pas votre regard. Mais sur l'échelle, ou plutôt la voie de la souffrance comme l'aurait dit un magicien blanc d'1m96, Jean Marais s'en tire encore pas trop mal. Parce que de son côté, Jean Cocteau a carrément failli bouffer les pissenlits par la racine. Il a eu une maladie très très grave et les médecins m'ont téléphoné me disant que s'il n'interrompait pas le film immédiatement, qu'il risquait la mort en 48 heures. Le moindre projecteur lui faisait mal et il travaillait avec un chapeau qu'elle avait mis un papier noir de photographe attaché avec des épingles à linge, avec 2 trous pour les yeux, pour ne pas souffrir de ces projecteurs. Il ne pouvait plus se raser, il avait donc la barbe qui lui poussait. Ce que Jean Cocteau considérait comme un châtiment divin. Et il me disait que le bon Dieu le punissait de me faire souffrir en m'obligeant à porter ce masque, en lui en envoyant un d'un autre genre. Et pour rappel, lorsque le film se tourne, nous sommes sur l'année 1945-1946, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire que mettre la main sur des ressources énergétiques est pas ce qu'il y a de plus évident. Devant la pénurie d'électricité, les scènes en extérieur ne sont plus éclairées par des projecteurs, mais par le bon vouloir du soleil. Alors qu'il a presque inventé un nouvel Hollywood avant l'heure, Jean Cocteau dira que cet éclairage naturel est, je cite, l'évocation de la beauté qui vient par hasard. Tu parles bien quand tu veux. Quant à l'équipe de tournage, je peux au moins vous faire part d'une certitude.
elle était composée de tout sauf de manches. Regardons de plus près qui était assis dans le fauteuil d'assistant réalisateur. C'était René Clément. Alors René Clément, pour ceux qui dorment dans le fond, ou tout simplement pour qui ce nom ne dit rien, c'est l'un des plus grands réalisateurs français de l'histoire. Probablement, oui, forcément. Parmi ses chefs-d'œuvre, je vais citer Le Père Tranquille, La Bataille du Rail, Paris brûle-t-il, Quelle joie de vivre, Plein soleil, etc., etc. René Clément, c'est 2 fois l'Oscar du meilleur film étranger. D'abord en 1951 avec Au-delà des grilles, puis en 1953 avec Jeux interdits. On pourrait aussi mentionner 5 récompenses au Festival de Cannes entre 1946 et 1954, ou encore un César d'honneur en 1984. Bref, vous l'avez compris, c'est un Raphaël Nadal du cinéma. Il pèse son poids. Et j'ai toujours pensé qu'il était surtout lourd d'espérance. Et si c'est un encouragement, à faire mieux la prochaine fois. Pour revenir à La Belle et la Bête, c'est ce maestro de la caméra qui a mis en boîte certaines scènes du village. Alors sur le papier, c'est plutôt une belle expérience, mais ce ne sont pas vraiment ces séquences que le réalisateur gardera en tête à la fin du tournage. Non, ce qu'il a marqué, lui, ce sont les effets spéciaux. Dieu, lâche ça tout de suite, quelle horreur! Nous avions composé tous nos trucages à l'œil. C'est-à-dire que dans beaucoup de films, les trucages se font en laboratoire, etc. Donc, ce qu'il y avait de fantastique, c'est qu'on voyait les miracles se faire sous nos yeux et nous les filmions. De pareils prodiges sont-ils possibles? Les apparitions dans les glaces, on voyait tout d'un coup une apparition dans une glace. Avec Henri Alcan, il y avait des effets de lumière, de densité de lumière, qui faisaient apparaître, au niveau de l'éclairage général, apparaître des visages dans des glaces, par exemple. Et comme on n'aime que les numéros 10 dans notre team, le chef costumier Christian Bérard, c'est encore lui, a recruté un jeune designer amoureux des tissus et des coutures, un certain Pierre Cardin. Car si l'un des généraux de l'empire de la mode a doublé Jean Marais lors des essayages, c'est bien sûr dans la conception des masques et des costumes qu'il a laissé exprimer son art. Pierrot, on t'écoute. Adorant le costume, adorant le théâtre et le cinéma, quand on a vu ça immédiatement, par instinct, j'ai voulu faire cela et je les ai immédiatement compris, ces costumes. Par conséquent, j'étais tellement fou, mais que j'en rêvais la nuit. Et qu'on a tellement, Monsieur Bérard et Monsieur Cocteau et tous ces gens qui travaillaient pour le film, Monsieur Marcel Escoffier, ont tellement eu mon enthousiasme pour faire ce travail que, automatiquement, on m'a remarqué. Enfin, ça se voit, quelqu'un qui est sincère et qui est enthousiaste. Bref, après avoir débuté le 26 août 1945, le tournage s'achève enfin le 11 janvier 1946, dans la douleur. Douleur est soulignée et est en gras. Alors, qu'est-ce qui se passe à sa sortie en 1946 ? Eh ben, la critique massacre la performance de Jean Marais, prétextant que son interprétation n'était valable que grâce au masque de la bête. Le film remporte le prix Louis de Luc, un des seuls prix de cinéma à l'époque, si ce n'est le seul, et près de 4 millions de spectateurs vont se précipiter dans les salles obscures. Et si en apparence le public adore, il y a quand même un détail qui chagrine Sieur Jean Cocteau. Et qu'est-ce que c'est ce petit point ? Eh bien, ce petit point, c'est que tout le monde s'en foutait du prince à la fin. Mais qu'avez-vous, belle? On dirait que vous regrettez, Maïda. Il reconnaîtra quelques mois après la sortie du film que le public n'avait Dieu que pour la bête. Pour dire, la légende raconte qu'à la fin du film, l'actrice Greta Garbo aurait hurlé dans la salle « Rendez-moi la bête !» Adieu, la belle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Gros merci à vous de l'avoir regardé et gros merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle que tout ceci n'est que mon avis, que ce n'est pas parole d'évangile et que ce n'est qu'une vidéo parmi tant d'autres parlant de cinéma. Si vous avez des petites anecdotes ou des remarques que vous souhaitez partager, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce en l'air. Et parce que ça fait toujours plaisir, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, ciao tout le monde. Il ne faut pas me regarder dans les yeux. À ce propos, ne trouvez-vous pas bizarre que tout le monde cherche à être beau physiquement et qu'il est à la portée de n'importe qui d'être beau moralement et que personne n'en fait la gymnastique? D'ailleurs, n'est-ce pas au fond le sujet de La Belle et la Bête ?